m'a intéressé dans ce métier, ce qui m'intéresse toujours, c'est l'idée d'accompagner l'histoire, de voir l'histoire sortir de terre devant soi, d'être au moment charnière. À n'importe quel moment dans ce type de conflit, il peut se passer quelque chose, il n'y a pas un seul endroit où vous êtes à l'abri. À un moment où précisément, comme je vous le disais, la Syrie était à 2 doigts de tomber, je discutais avec Bachar el-Assad à 3 kilomètres à l'est de l'endroit où on était, les rebelles contrôlaient la place des Abbassides. Bonjour à tous, bienvenue pour ce 3e épisode de la série Carnet de guerre. J'ai l'immense plaisir de recevoir un des plus grands reporters de guerre français qui vient justement de publier La vérité du terrain. C'est absolument passionnant. Il a couvert l'Irak en y allant de nombreuses fois. Il a couvert l'Afghanistan. Il a interviewé de nombreuses fois aussi Bachar el-Assad. Il était en août dernier justement à Kaboul lors de la prise de Kaboul par les talibans et il rentre tout juste d'Ukraine il y a quelques semaines. Régis Le Sommier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder à nouveau un entretien justement pour parler de votre livre qui est vraiment passionnant. Ça veut dire que je trouve que vous avez un vrai talent aussi d'écrivain, vous racontez, ça sent du vécu. Donc, il y a beaucoup de choses, on va vraiment en parler. Mais d'abord, un point d'actualité. Vous étiez justement en Ukraine, donc sur l'ouest de l'Ukraine, donc vous connaissez assez bien. Vous avez parlé d'ailleurs d'influence américaine. Pour vous, à travers votre expérience, est-ce que cette guerre ressemble à d'autres que vous avez pu voir ? Non, chaque guerre est, différente et à la fois comporte des similitudes avec d'autres conflits. Je ne peux pas répondre en disant oui, la guerre en Ukraine ressemble à une autre. Elle n'a pas la même ampleur, c'est pas le même climat, c'est pas. Alors bon, on pourra toujours dire oui, il y a peut-être les guerres de Tchétchénie, mais je les ai pas couvertes, donc je peux pas vous dire. Je sais simplement par bribes pour discuter assez fréquemment avec des photographes qui eux ont une expérience plus ancienne que la mienne. Notamment sur ces guerres à l'Est que moi j'ai très peu couvertes. Je suis allé une fois en Bosnie, mais c'était pas ma génération. En fait, ma génération, c'est le 11 septembre, donc c'est essentiellement ce que je dis dans le livre, les guerres américaines qui ont ébranlé le monde depuis 20 ans que j'ai couvertes, et les conséquences de ces guerres, notamment avec l'effet de ricochet au Moyen-Orient et le démantèlement en fait du Moyen-Orient à la suite de l'invasion de l'Irak en 2003. Non, je dirais que cette guerre en Ukraine, elle peut se comparer à d'autres conflits sur deux aspects. Alors, il y a l'aspect militaire, pur, c'est-à-dire comment se déroulent les opérations, comment les Russes aujourd'hui sont à la manœuvre au Donbass, notamment pour essayer d'encercler des parties de l'armée ukrainienne. Ça, on peut comparer avec ce qu'ils ont fait avec les rebelles syriens, par exemple. Oui, parce que vous connaissez bien la Syrie, oui, vous êtes rendu plusieurs fois. Oui, la Syrie, j'ai fait une dizaine de reportages sur 5 ans, à partir de 2014 jusqu'à environ 2019. Et j'ai suivi pas mal de commandes offensives qui étaient pivots dans cette guerre, notamment la reconquête de Palmyre, les plusieurs batailles d'Alep, et pour finir la Routa également en 2018. Donc des stratégies pilotées par les Russes, donc avec l'approbation du gouvernement syrien, mais surtout en ayant les Russes à la manœuvre. Et j'ai pu observer comment ils découpaient le territoire, ce qu'on appelle, les Anglais appellent du pocketing, c'est-à-dire qu'ils essayent de créer des poches comme ça et ensuite d'obtenir la reddition des groupes rebelles. Donc ça, c'était ce qu'ils faisaient en Syrie. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un général qui s'appelait Alexander Dvornikov, qui était qu'on a surnommé le boucher de la Syrie, parce qu'il n'a pas été de main morte pour bombarder les zones rebelles et tuer beaucoup de gens. En tout cas, il avait développé cette technique et il a été à un moment à la tête des armées russes en Ukraine aussi. Et on voit bien ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui sur Lysychansk,
ce qui a été fait sur Severodonetsk, c'est-à-dire l'idée que voilà, on contourne la ville, on l'encercle, et puis progressivement, on conquiert les zones résidentielles, il ne reste plus que les zones industrielles. Et dans les zones industrielles, il y a effectivement matière à résistance plus importante. On l'a vu avec Mariupol, mais ce qui faisait en Syrie, c'était un petit peu la même chose. Et ils ont eu un certain succès en Syrie, puisque en l'espace de quelques années, le gouvernement syrien a pu reconquérir environ 80% de son territoire. Là, pour le Donbass, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, il s'agit de deux armées disposant chacune d'artillerie lourde, disposant de moyens militaires. On ne peut pas dire que les rebelles en Syrie disposaient d'autant de matériel que les Ukrainiens aujourd'hui, surtout aidés par l'Occident. Donc, si on peut comparer les techniques militaires. La Syrie, surtout, ça commence à basculer quand les Russes sont allés les aider. Absolument. Septembre 2015, vous êtes tout à fait exact. C'est là où les choses commencent à changer. Avant, je me souviens, on allait en Syrie, et moi je me disais, c'est la dernière fois qu'on va y retourner, parce que les rebelles vont finir par gagner. Mon premier séjour à Damas, en novembre 2014, il ne se passait pas 5 minutes sans entendre une explosion ou des tirs, et la ville était véritablement encerclée, avec une présence de l'État islamique dans le camp palestinien d'Yarmouk au sud, les quartiers de la Routa orientale, de Jobar, qui étaient très près du centre-ville, et un certain nombre de groupes rebelles d'ailleurs avaient fait des incursions jusqu'à 5 km de la résidence de Bachar el-Assad. Donc c'est vraiment, il y a eu plusieurs périodes comme ça, 2013, 2014, 2015, jusqu'à, voilà, où on s'est dit, à ces moments-là, on quittait la Syrie en repassant par le Liban. Je disais à chaque fois, je faisais ça avec un photographe, Noël Kidu ou Alvaro Canovas, on se disait, c'est la dernière fois qu'on y met les pieds, c'est certain que ça va tomber. Ça n'est pas tombé parce que les Russes sont intervenus, précisément. Mais la portion contrôlée par le gouvernement syrien à cette époque-là, aux époques les plus critiques, c'était même plus que 20% du territoire. L'armée syrienne s'accrochait à cet axe vital qui en fait joint Damas, Homs et Alep, en sachant qu'Alep, c'est pareil, l'autoroute, elle avait été coupée. En revanche, l'axe Homs, donc le centre du pays, jusqu'à Damas, sa capitale administrative, a toujours tenu, mais tous les côtés de la route étaient tenus par des groupes rebelles divers. Donc en fait, voilà, il y a eu un moment extrêmement périlleux où le gouvernement a failli tomber. Et ensuite, donc voilà, ça a été... j'ai suivi ça, et de ce point de vue, bon, je peux comparer les deux guerres. Il y a aussi donc le deuxième aspect sur lequel on peut faire une comparaison, c'est le côté communication. Et sur le côté communication, on fait malheureusement des erreurs, c'est-à-dire qu'il y a au départ, il y a une étincelle qui met le feu au conflit, une intervention de la puissance, je dirais, dominante, et avec des actes quand même qu'on peut qualifier d'extrêmement durs, de barbares, de répression, etc. Ce qui s'est passé en Syrie, encore que la différence, c'est qu'en Ukraine, c'est un pays souverain qui est attaqué par un autre pays souverain. Donc les choses sont... Mais je parle plutôt au niveau de la narration, où très vite, il y a une comment dire... il y a une indignation sur ce qui se passe, sur les massacres légitimes, et qui va évidemment avoir tendance à favoriser l'opposition. Les accusations d'utilisation d'armes chimiques, etc. Tout à fait, et qui sont parfois exactes, parfois non, mais parfois exactes. Je pense que ce qui s'est passé en août 2013 dans la Routa, c'est vraiment du gaz qui a été utilisé par les troupes de Bachar el-Assad. Il y a eu 1300 morts. Donc ça, ce genre de fait, effectivement, provoque une indignation et provoque évidemment une défense de l'opposition qu'on va commencer à clandestinement armer, qu'on va essayer de soutenir. Et donc là, en Ukraine, eh bien, il y a l'agression d'un pays plus petit par une puissance nucléaire. Et donc, évidemment, notre opinion et notre cœur va se tourner vers la défense des Ukrainiens. Ce qui est intéressant, c'est que c'est légitime, c'est normal, mais que progressivement, à mesure de l'évolution du conflit, des faits sur le terrain se produisent
qu'on ne peut plus ou dont on peut difficilement attester à cause de cette opinion internationale, occidentale, on dira, du conflit. Par exemple, je vous donne 2 exemples. C'est pour le cas de l'opposition syrienne, on a assez peu perçu, on n'a pas voulu voir le phénomène djihadiste dans l'opposition. Oui, vous l'expliquez bien d'ailleurs là-dessus, que finalement, si vous en parliez, vous étiez presque traité comme un pro-Bachar, etc. Vous n'aviez pas le droit de faire votre métier. En fait, là-bas, d'ailleurs, limite, ils auraient préféré qu'il n'y ait personne du côté, côté gouvernemental. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous retrouvez dans une situation où, acceptant de couvrir la guerre du côté du gouvernement syrien, en fait, vous vous rendez compte que vous êtes critiqué non pas pour faire votre métier ou tenter de le faire dans une ambiance quand même très cornaquée, très guidée, avec des gens qui essayent de vous montrer des choses et de vous cacher des choses. Là, vous avez votre expérience quand même, votre expérience personnelle qui permet de dire, attendez, moi, j'adhère pas à ça. Oui, mais pourquoi vous écrivez terroriste? Vous écrivez pas terroriste, vous écrivez rebelle. Non, j'ai jamais écrit terroriste. Je pense qu'il y avait et qu'il y a toujours dans l'opposition syrienne une forme de légitimité. L'écrire terroriste, ça veut dire que la légitimité n'existe plus. Donc, ces façons que les Syriens peuvent avoir d'essayer de vous tombez pas dans le piège, mais vous essayez de rapporter une vérité du terrain, comme j'ai raconté dans mon livre, et vous êtes critiqué là, non pas parce que vous avez écrit, qui finalement apporte peu aux yeux de vos détracteurs, mais pour le simple fait d'y être allé. Et c'est là où ça pose un problème. C'est comme interviewer Bachar el-Assad. Moi, j'ai eu tout un tas de problèmes à cause de ça. On me le reproche régulièrement. On ne me reproche pas d'avoir interviewé George Bush ou Barack Obama. Pourtant, ça pourrait être naturel au vu de ce qui s'est passé avec l'Irak, d'avoir donné le micro à un président américain qui est quand même responsable du démantèlement d'un pays et d'environ 300 000 morts, cette guerre irakienne, pour une guerre en plus qui a été vendue sur des prétextes fallacieux, voire mensongers. Donc on pourrait me dire, mais pourquoi as-tu donné, amené le micro devant une personne pareille? Je vous ai coupé tout à l'heure, vous étiez en train de parce qu'on va revenir sur Bachar, mais je vous ai coupé, c'est ma faute, vous étiez en train de donner 2 exemples. Les 2 exemples. Et alors, je vous ai coupé avant le deuxième. Bien sûr. Donc le premier, c'est ça, c'est cette absence de discernement vis-à-vis des phénomènes djihadistes qui ont gangréné assez rapidement l'opposition et qui ont pris le contrôle de cette même opposition. Donc, si vous voulez, on en était à glorifier la révolution syrienne ou à appeler de nos voeux son succès, alors qu'en réalité, des groupes comme Jaish al-Islam, des groupes comme Ahrar al-Sham, je ne parle pas de l'État islamique, je le mets à part, avait déjà complètement noyauté, le Front al-Nusra encore plus, donc Ahrar al-Sham, Jaish al-Islam, le Front al-Nusra, Jabhat al-Nusra, tous ces groupes-là étaient majoritaires dans l'opposition syrienne. Et à côté, il y avait l'État islamique qui contrôlait environ un tiers du pays. Et donc, face à ça, on ne pouvait plus continuer avec ce logiciel de dire l'opposition et de souhaiter la domination ou l'arrivée de cette opposition à Damas. Ça voulait dire que toute la région, d'ailleurs les Israéliens s'en sont assez vite aperçus, les Libanais aussi, avec cette idée que si les djihadistes prenaient Damas, toute la région explosait, quoi. Voilà, il n'y avait plus rien de... il n'y avait que du djihadisme. La Jordanie était à risque, avec une forte présence, notamment dans ces communautés sunnites d'éléments djihadistes. Donc là, ça pouvait conduire au renversement de la monarchie hachémite, ça pouvait conduire à une explosion à Beyrouth également, avec le Hezbollah qui est en plus ultra présent, piloté par l'Iran en partie. Et donc, on se rend compte qu'en fait, cet aspect-là, il était totalement négligé parce que le monstre le désigné, c'était Bachar el-Assad. Bon. Il faut un camp du bien et un camp du mal. Absolument. Donc, ce manichéisme empêche, et cette narration du conflit
empêche de voir clairement ce qui est en train de se produire. Et la comparaison, le deuxième aspect, je le fais un petit peu avec l'Ukraine. Donc je salue la résistance et acharnée, farouche, mais qui malheureusement, au vu de l'évolution de la situation aujourd'hui, ne permet plus, quand on parle de victoire, d'imaginer que l'Ukraine a les capacités d'aller et de reconquérir les terres prises par les Russes. Je pense qu'aujourd'hui, et ce n'est pas être munichois comme j'ai pu être accusé ou défaitiste ou capitulard ou pro-Poutine de dire ça, c'est que c'est la réalité. Ça commence à être murmuré par des conseillers de la Maison-Blanche que les prétentions légitimes du président Zelensky de vouloir reprendre ce qui a été pris par les Russes ne sont pas réalisables aujourd'hui en l'état et que peut-être il aurait fallu faire autrement, armer les Ukrainiens autrement. Je pense que si on voulait être autant du côté ukrainien, d'ailleurs, on a mal fait les choses. C'est-à-dire qu'on ne donne pas vraiment les moyens aux Ukrainiens de gagner, de la même façon qu'on n'a pas donné les moyens aux rebelles syriens vraiment de gagner. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas engagé dans le conflit. À vouloir ne pas s'engager dans le conflit, on fait perdre le camp qu'on soutient. Et c'est ce qui est en train de se produire malheureusement, sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas le dire. La narration du conflit, l'héroïsme des Ukrainiens, certes légitime, effectif et autres, ne nous permet pas aujourd'hui de développer ce qui se passe réellement dans le Donbass. Là, je voyais ce matin, il y a une petite victoire ukrainienne avec l'évacuation de l'île aux serpents des Russes, cette fameuse île en face d'Odessa. On dit, les Ukrainiens ont pas mal joué, les Russes se sont retirés. Après, les Russes disent, nous, on s'est retirés parce qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Et en fait, on est parti. Chacun tire la couverture à lui, évidemment, mais ça fait quand même une petite victoire. Mais cette toute petite victoire pour une île de même pas 10 km², évidemment, ne peut pas masquer la réalité de ce qui est en train de se produire dans le Donbass, avec ce risque permanent que les armées les plus aguerries de l'Ukraine soient encerclées par les Russes et que ça se finisse comme un Mariupol, mais multiplié par 10, parce que c'est probablement ce qui va se passer. Ce qu'on a bien vu d'ailleurs, parce que Azovstal, il devait rester jusqu'au bout, mourir jusqu'au dernier, il y avait tout ce récit, et finalement, et c'est une bonne chose, ils ont négocié la sortie justement des derniers résistants ukrainiens. 300 blessés à l'intérieur, c'était quelque chose d'assez... D'ailleurs, dans votre ouvrage, ce qui est intéressant, c'est que justement sur la Syrie, vous expliquez qu'au moment où les Russes sont venus aider justement Bachar, vous commenciez déjà à voir qu'ils étaient en train de reprendre un peu le dessus sur le terrain, mais que du côté occidental, on refusait de le voir. Est-ce que aussi il n'y a pas une comparaison par rapport au fait que les Russes sont complètement plantés sur la partie de l'ouest de l'Ukraine, sur Kiev, etc. Sur le Donbass, on a pris du temps avant de voir qu'effectivement il y avait cet effet de tenaille et que ça allait être rapidement fini. Alors rapidement, j'en sais rien. Certains historiens militaires ou spécialistes comme Michel Goya prédisent peut-être une victoire, russe, en tout cas une fin des hostilités dans le Donbass à la fin août. Il y a d'autres experts internationaux qui ont fixé à peu près ces dates-là. Ensuite, la question, c'est les ambitions territoriales russes vont-elles s'arrêter au Donbass à ce qui a été conquis, Zaporizhzhia, Kherson, les deux oblasts du sud qui ont été conquis. Est-ce que ça va s'arrêter là ou au contraire vont-ils pousser jusqu'à Odessa de façon à prendre la totalité de la façade maritime ukrainienne? Tout ça, ça peut se produire comme ça peut être objet de négociation au moment où la diplomatie sera de retour, c'est-à-dire pas encore aujourd'hui, mais ça peut être des points de discussion entre les Russes et les Ukrainiens s'ils arrivent à se mettre autour d'une table et que la diplomatie à ce moment-là parle et que les armes se mettent au deuxième plan. Tout ça est hypothétique. En tout cas, ce que je reproche, moi, de ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a une analyse extrêmement émotionnelle. Il n'y a pas d'analyse. C'est pas de l'analyse, c'est de l'émotion. Et de l'émotion avec du bon sentiment. Le bon sentiment, en général, en temps de guerre, et l'émotion
peuvent servir à mobiliser pour une cause légitime, mais que c'est pas ça qui se produit sur le terrain et que souvent, quand on va sur le terrain, bien, on a un affect, hein, on est humain. Il y a, quand vous prenez les Serbes, par exemple, pendant les guerres de Bosnie, les Serbes étaient évidemment l'agresseur, ou en tout cas la force qui essayait de maintenir cette fiction de Yougoslavie. Bon, les Slovènes, ils ont rapidement laissé tomber, mais ensuite avec les Croates d'abord, ensuite avec les Bosniaques, Belgrade a été la puissance qui a essayé justement par la force de retenir ces minorités. Et comme dit mon ami Renaud Girard, le problème de ces guerres-là, c'est quand la minorité, quand les victimes commencent à massacrer. Donc quand c'est Mostar, quand c'est Srebrenica, bon, ça c'est des massacres attribués aux Serbes, etc. Bon, in fine, les guerres de Yougoslavie ont été jugées à La Haye. On s'est aperçu que voilà, il y a eu donc Milosevic, Mladic, Karadzic, tous ces leaders serbes ont été jugés à La Haye, mais aussi un général croate, mais aussi un général bosniaque pour des faits et des exactions. Et en fait, ce qui s'est passé pour l'ex-Yougoslavie à La Haye a été relativement impeccable du point de vue du droit international. Ça a pris du temps, mais c'est une guerre qui a été jugée. Et en fait, donc on se rend compte que souvent on a cette tendance à vouloir. Donc il y a une différence énorme entre la communication de guerre, pour résumer, et le journalisme en tant que tel. Et le journaliste, lui, c'est à lui d'aller voir, d'établir, de regarder, de se faire une opinion le plus possible en allant sur place pour regarder ce qui s'est passé et essayer d'approcher la vérité. Alors, j'ai appelé mon livre de façon un peu prétentieuse peut-être, La vérité du terrain, parce qu'on sait qu'en allant sur le terrain, on n'aura jamais complètement la vérité. Mais moi je dis, on en aura toujours un petit peu plus qu'en n'y allant pas. Voilà. On sent les choses, on sent les vibrations, on parle aux gens, on récolte des opinions. J'avais été très surpris d'un reportage que j'avais vu à Irpin, du côté à l'ouest de Kiev, où une femme disait ah oui, on a vu, il y avait les Tchétchènes. Alors la journaliste dit, les Kadyrovski qui étaient là avec leur barbe, et la femme est interrogée là-dessus. On s'attend à ce qu'ils disent, oui, ils violaient tout, ils étaient horribles, etc. Et ils disent, heureusement qu'on avait les Tchétchènes, parce que par rapport aux Russes, au moins eux, ils se comportaient correctement. Ouais. C'est-à-dire l'inverse de ce que la journaliste attendait. Ouais. Et ça, c'est quand même intéressant. Ça veut dire que l'impact des Tchétchènes, et Poutine les utilise à merveille dans ces guerres-là, c'est un impact plus psychologique que effectif sur le terrain. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont bien comportés, j'en sais rien. En tout cas, pour cette femme, visiblement, ils ont un rôle de propagande humanitaire aussi. Totalement. Et ils ont donc Poutine essaye comme Kadyrov lui doit beaucoup. Kadyrov veut rendre et veut Poutine qui l'a fait roi, en fait. C'est ce qui s'est passé. Mais on se rend compte que là, voilà, il y a un vrai instrument aussi de propagande de l'autre côté, utilisant ces islamistes qui partent au combat avec des nashids d'Ahrar al-Sham, justement, repris sur des chants guerriers djihadistes de Syrie, quand même, puis qui finissent par planter des drapeaux, puisque j'avais vu quelques images avec le visage du Christ dans l'oblast, voilà, tout en criant à la Akbar. Donc on est tout en ayant de l'autre côté aussi des néo-nazis avec un président juif. Donc on est quand même dans une guerre un peu particulière. Il y a un mix syrien, justement, qui va nous permettre de passer à la partie vraiment sur Bachar. Moi, je me rappelle, à Mariupol, j'avais vu un soldat, du coup, pro-russe, qui avait un écusson syrien avec Bachar sur son sac, quoi. C'était vraiment... Moi, j'en ai vu à Palmyre des soldats russes comme ça. C'était, alors je ne sais pas si, probablement Wagner, hein, mais c'était un peu une forme de badge, de corps expéditionnaire russe, donc c'était écrit en cyrillique, et il y avait la tête de Bachar dessus. Donc c'est probablement ça, je pense. Alors justement, vous avez interviewé plusieurs fois Bachar al-Assad. La première question, elle est simple.
Comment on fait pour avoir ce type d'accès? Parce que d'ailleurs, c'est souvent la question. Ouais. On va vous dire, en fait, vous êtes ton ami Bachar. Certains vous ont dit ça, vous le racontez. Donc, en fait, les gens souvent ont du mal à comprendre justement ce métier. Quelle est la démarche en règle générale et comment vous avez fait typiquement pour le cas de Bachar al-Assad à une épope où vous étiez directeur adjoint de Paris Match? Alors, l'histoire de Bachar al-Assad, elle remonte à assez longtemps en fait. Elle remonte à assez longtemps et elle bénéficie d'une caractéristique propre à la Syrie, dont la Syrie a hérité du mandat français, c'est ce qu'on appelle la bureaucratie. La bureaucratie syrienne veut dire que tout écrit, tamponné, lettres, échanges, etc., est scrupuleusement conservé. Il y a un côté administratif extrême en Syrie. Et en fait, le premier contact que j'ai eu avec la Syrie, il remonte à mon époque américaine. Je couvrais à l'époque la guerre en Irak assez régulièrement, je le raconte dans le livre. Vous êtes arrivé après, 9 mois après les attentats. Voilà, ce qui faisait que la guerre en Irak envahissait tout et que j'avais dit à mon directeur à l'époque, étant correspondant de Paris Match aux États-Unis, chef de bureau à New York, j'avais dit je ne peux pas continuer à couvrir l'Amérique, à écrire un article sur 2 avec le mot Irak dessus, sans aller voir les 150 000 GIs qui sont stationnés dans ce pays, qui est devenu un autre État des États-Unis. Et vous aviez un ami photographe qui Chris Andros, qui me disait, man, you gotta come to Iraq. Voilà. Et nous, on couvrait à l'époque la campagne de John Kerry, donc on était en 2004, la campagne de réélection de Bush, en fait. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Chris, et comme ça qu'ensuite je suis parti en Irak. Et à cette époque-là, d'une de mes réflexions, d'ailleurs, probablement une réflexion que j'ai eue avec Chris, qui était un photographe intellectuel, qui aimait beaucoup parler de géopolitique, et on en parlait pendant des heures, pendant nos reportages, on s'était dit, tiens, ça serait pas mal, parce qu'il y avait cette fameuse théorie des néoconservateurs à l'époque, qu'on appelait la théorie des dominos. C'est-à-dire que les États-Unis s'étaient attaqués à l'Irak pour apporter la démocratie, les bienfaits de l'Occident et de leur monde contre un dictateur infâme qui était Saddam Hussein. Voilà, c'était la vision classique du soldat américain. Puis on s'était dit, les néoconservateurs au pouvoir, donc Paul Wolfowitz, Richard Pearl, etc., Dick Cheney, Donald Rumsfeld, même si encore qu'eux n'étaient pas purement néoconservateurs, mais plutôt nationalistes américains, on dira. Mais en tout cas, dépositaires de la force américaine et de l'idée que l'Amérique devait, quelque part, dominer le monde, que c'était le système qui avait prouvé qu'il était le bon et qu'on allait apporter la démocratie à l'humanité. Et donc, la théorie des néoconservateurs, c'était la théorie des dominos. C'est-à-dire que donc l'Irak était le premier et qu'ensuite, ça allait en faire tomber ensuite, et que, finalement, la démocratie se répandrait. Voilà. Bon, en réalité, toutes ces théories ont fini par des champs de ruines et des cimetières. Mais le deuxième pays qui, dans ma tête et dans mes discussions avec Chris, devait tomber, ça devait être la Syrie. Parce que la Syrie, c'était régime bassiste, calqué, directement inspiré de Michel Aflaq et des fondateurs de cette idéologie arabe socialiste. Et donc il y avait une logique aussi avec une minorité, cette fois alawite, donc d'obédience chiite, qui dominait une majorité sunnite. Donc il y avait l'inverse de l'Irak, où il y avait une minorité sunnite de à peu près 20%, qui dominait une majorité chiite de 60%, avec 20% de Kurdes au nord. Donc en fait, ces systèmes, ces congrégations de communautés n'ayant rien à voir les unes avec les autres, finalement ça s'était passé en Irak et en Syrie il fallait réorganiser. Donc on s'était dit forcément, donc ça serait intéressant de s'intéresser. Il serait bien de s'intéresser à la Syrie. C'est que Chris, peu de temps avant sa mort, était allé à Damas. On s'était dit, même quand il y était allé, moi j'étais là, j'avais quand même quelques doutes. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, et moi j'avais fait dans le même temps une demande d'interview de Bachar al-Assad depuis New York. Donc et vous allez comprendre l'histoire de la bureaucratie. C'est-à-dire qu'en fait, cette demande avait été conservée quelque part. Et ensuite, il s'est passé un deuxième phénomène, c'est que
en 2010, en novembre 2010, le couple présidentiel syrien, donc Bachar et Asma al-Assad, font leur dernière visite à Paris. Ils ne sont jamais plus revenus depuis. Dans le cadre, imaginez-vous à l'époque, pour sceller un accord entre les musées d'antiquités syriens et le musée du Louvre. Ils sont venus pour ça. Ils ont été accueillis par Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, avec Claude Même le 14 juillet, tu es au défi. Oui, alors le 14 juillet, c'était l'année d'avant. Non, c'était en 2008, le 14 juillet. Là, c'était en 2010. Donc, ils viennent spécifiquement pour ça. Nous, on récupère à Paris Match une interview d'Asma al-Assad. C'est un de nos reporters qui doit la faire. Et puis, ce reporter tombe malade et m'appelle au dernier moment en me disant « Écoute, il y a cette interview, je ne pourrais pas la faire, je suis malade. Est-ce que tu veux la faire ?» Je dis « Bien sûr. » Je me souvenais que j'avais fait cette demande. J'ai jamais eu de réponse à cette demande d'interview depuis New York. Je reviens, donc 2010, donc je suis directeur adjoint de Paris Match. Et je vais faire cette interview au Bristol, à l'hôtel Bristol à Paris, d'Asma al-Assad, qui commence à s'insurger parce que je vais lui poser des questions sur l'assassinat d'Hariri. Je fais mon job. Bachar al-Assad est accusé, son mari, etc. Elle dit « Je suis là pour parler de culture, les musées syriens, le Louvre, etc. etc. » Bon, elle essaye de m'embobiner. Ça donne au final une interview pas très intéressante, mais au moins j'ai des contacts avec... à l'intérieur du... Mais des contacts durs, quoi. C'est-à-dire que ça a commencé sur des bases... Voilà, donc j'ai fait cette interview. Et ensuite, si vous me demandez donc, comment ça s'est passé, quand j'ai refait une demande pour interviewer Bachar el-Assad cette fois, vous voyez, 2010, novembre 2010, mars 2011, début de la guerre civile syrienne, de la révolution syrienne, le pays part en chaos très peu de temps après. Et moi, j'interviewe Bachar el-Assad en novembre 2014. Donc, en fait, pendant tout ce temps, je vais faire des démarches, envoyer des lettres, etc. Et en fait, ce que eux me diront par la suite, que ma demande a été considérée parce que très tôt, j'avais fait et ils avaient conservé cette lettre que j'avais écrite depuis New York, en demandant une interview. Ensuite, après, il s'est passé, au moment où ils m'ont dit Paris Match, d'accord, etc., il s'est passé un an et demi de tractation avec des reports. L'interview devait avoir lieu, puis elle est annulée. On me donne des prétextes hallucinants. Le traducteur est malade. Je dis, mais vous ne pouvez pas prendre un autre traducteur. Enfin, voilà, en fait, la psychologie syrienne, fait que c'est toujours le même traducteur. Enfin, il y a des choses comme ça très bizarres. Et surtout des choses où... au moment de novembre 2014, je me dis, on arrive octobre, je refais une tentative, je réactive mes contacts, j'envoie des mails toujours à la même personne à Damas, une jeune fille d'ailleurs qui s'occupait de toute la communication, pas Luna Chebel. Luna Chebel, c'était la chef donc du protocole et une des conseillères privilégiées de Bachar el-Assad, sa directrice de communication. Et moi, j'étais en contact avec une autre et on s'envoyait des contacts, on a dû s'envoyer des centaines de mails. À chaque fois, oui, c'est décalé, là, il y a ça qui se passe, etc. Puis arrive la perte de Palmyre. L'État islamique conquiert Palmyre. Je me dis, jamais ils vont me donner une interview. Et puis, non, ça se passe pas comme ça. J'ai eu l'interview très peu de temps après cette conquête de Palmyre, à un moment où, précisément, comme je vous le disais, la Syrie était à deux doigts de tomber. Je discutais avec Bachar el-Assad à 3 km à l'est de l'endroit où on était. Les rebelles contrôlaient la place des Abbassides, ou quasiment lançaient des raids depuis Jobar. L'État islamique avait conquis quasiment la totalité du camp palestinien d'Yarmouk, 10 km même pas. Et lui, il venait, je me souviens qu'il était venu, il était sorti, j'avais été très surpris, mais tout le monde est toujours surpris par Bachar el-Assad. On a l'impression qu'il n'y a pas de sécurité autour. Ouais. Il arrive, il vous serre la main, il est tout seul.
s'attend qu'il y ait une armée, une nuée de communicants autour, il n'y a personne. Et voilà. Et donc, et à l'air libre. Et je me dis, comment ce type, alors que son royaume brûle, trouve-t-il l'aplomb, surtout l'espèce de certitude absolue. Ça, c'est vraiment une de ses caractéristiques. C'est quelqu'un qui est toujours certain de son bon droit et de sa raison. Et même quand on le confronte avec des questions extrêmement difficiles, il arrive toujours il a un côté Tefal. Mais je trouvais que c'était incroyable à l'époque, cette manifestation de confiance pour quelqu'un qui, franchement, je lui donnais pas 2 mois. Sur le moment, vous l'avez pris pour de l'arrogance Je l'ai pris pour une espèce un côté presque soviétique, c'est-à-dire on ment, on refuse de regarder la situation, on refuse surtout de s'attribuer la moindre responsabilité alors qu'il en a. Pour le coup, c'était vraiment le principal responsable de ce qui est arrivé. Et c'est, voilà, de ce point de vue, j'ai trouvé mais le contraste entre la situation et l'aplomb du personnage était assez saisissant, j'ai trouvé. Et voilà, et donc, voilà l'histoire en gros de cette passé comment l'interview ? Plutôt délicat, parce que à un moment, je lui ai posé la question de savoir s'il n'avait pas peur de finir comme Kadhafi ou comme Saddam Hussein. Quand j'ai posé cette question-là, je peux vous dire que la traductrice m'a regardé, genre, il faut vraiment poser cette question, quoi. Et lui a répondu qu'il était le capitaine, qu'il serait le dernier à quitter le navire, etc., à travers une métaphore. Mais voilà, en fait, dans ces interviews-là, les questions sont presque aussi importantes que les réponses. C'est-à-dire que d'arriver à lui dire, il y a 3 millions, à l'époque, il y avait 3 millions de Syriens qui avaient quitté le pays. Je lui dis, mais vous qualifiez vos adversaires de terroristes. Est-ce que vous pensez que ces gens-là, ces 3 millions de personnes qui ont quitté le pays, sont des terroristes ? Qu'ils les ont quittés parce que c'est à cause de vous qu'ils les ont quittés. Enfin, voilà, j'ai pas été indulgent une seconde avec Bachar el-Assad, comme je ne devais pas l'être, comme je ne l'ai jamais été avec aucun dirigeant que j'ai interviewé. Revoir, du coup, d'autres fois. Alors j'ai revu pour une raison que j'ai remarquée à la fin de l'interview, et c'était assez logique. Ça faisait 2 ans qu'il vivait presque coupé du monde, qu'il était assez désireux de continuer à parler, à discuter. Il me posait des questions sur la France, il me posait des choses, etc. Et moi, je lui en posais aussi. Et je me dis, c'est très étrange, parce qu'en général, les chefs d'État que j'ai interviewés, donc Bush et Obama, quand un journaliste arrive dans ce qu'on appelle la bulle aux États-Unis, the bubble, the presidential bubble, à la Maison-Blanche, par exemple, on intègre cette bulle. La présence d'un journaliste dans une sphère semi-privée du dirigeant est une menace. Une menace, pourquoi ? Pas physiquement, parce que vous n'allez pas l'attaquer, mais une petite phrase, un petit... ça fait le titre. Et paf, voilà, la communication déraille, et ça peut engendrer des conséquences, surtout avec Bush, par exemple, où on était c'était la première interview que Bush donnait à un média étranger depuis le début de la guerre en Irak, la seule d'ailleurs, parce que moi j'avais calculé le coût, j'avais corrélé au fait que je savais qu'il allait venir pour les 60 ans du débarquement, et qu'en général, pour les 50 ans, il y avait eu des interviews, et donc il allait en donner une. Donc vous êtes bien sorti, parce qu'Obama aussi, vous avez eu la première en France. Ouais. Avec Laurent Saïm, on a fait ensemble, voilà, de Canal+. Donc en fait, on avait fait on avait rassemblé nos forces, Paris Match, Canal+, et du coup, on avait eu Obama. On a eu 7 minutes et demie avec Obama, mais c'était merveilleux. Donc en fait, si vous voulez, à chaque fois, ce sont des stratégies qu'on met en place. Et puis après, nous, on est là pour poser des questions. On n'est pas là pour faire la propagande de quelqu'un, ou en tout cas essayer de le magnifier, ou de montrer des sympathies quelconques. C'est toujours assez absurde de se voir reprocher que parce qu'on va tendre le micro à quelqu'un, on serait forcément sympathisant, ou comme j'ai pu entendre parfois. Justement, sur Bachar, est-ce que vous n'avez pas un petit côté, quand on lit votre ouvrage, un peu bad boy? C'est-à-dire que, est-ce que c'est aussi, il n'y a pas quelque chose où c'est intéressant d'aller voir en fait l'ennemi, d'aller voir fascination pour le mal, pour mieux la comprendre mort, aussi ce qui n'est pas forcément quelque chose de négatif, mais peut-être aussi pour donner des points de vue différents, presque être l'avocat du diable, parce que personne ne va te donner un point de vue, et vous vous retrouvez dans une situation où vous pouvez donner l'impression que vous les défendez alors que non, mais vu que personne donne leur point de vue, vous le faites. Est-ce que cette zone grise,
aussi, elle vous intéresse? À partir du moment où vous mettez les mains dans les conflits internationaux et en géopolitique en général, je pense qu'il faut partir du principe qu'il n'existe pas autre chose que des zones grises. Si vous pensez qu'il y a un paradis quelque part et un enfer à un autre endroit, je pense c'est assez mal parti et vous allez aller de déception en déception. C'est pour ça que la vraie question aujourd'hui, elle est je dis toujours, on peut avoir une sensibilité quand on est journaliste. Moi, je suis toujours extrêmement affecté quand je vois de la souffrance humaine, surtout la souffrance liée aux enfants, que j'ai vu pas mal, et ayant moi-même des enfants, il y a toujours des choses comme ça qui peuvent vous atteindre personnellement, voir quelqu'un mourir, des choses comme ça. Ça, c'est maintenant, Vous dites que vous n'aimez pas les armes, par exemple? Non, j'aime pas les armes. J'ai une véritable fascination peut-être pour les guerriers ou pour l'esprit militaire. Oui, il y a des choses Votre père était militaire? Mon père était militaire et je crois que j'ai dû baigner là-dedans depuis tout petit et que voilà, depuis j'ai l'héroïsme. Il y a des valeurs comme ça qui m'intéressent, que je trouve chez tous les combattants. Je dirais même que chez certains combattants de l'État islamique, il y a eu des types qui étaient des bons guerriers, qui étaient des types qui ont fanatiques, orientés dans une cause, mais voilà, après l'État islamique c'est un peu particulier, il y a le côté morbide, il y a la pornographie visuelle utilisée pour effrayer à la façon des Huns ou de Gengis Khan, quoi, d'une certaine façon. C'est-à-dire que quand l'État islamique arrivait quelque part, il y avait ces vidéos que tout le monde avait vues, donc on partait en courant. Et donc, c'est comme ça que Daesh a réussi à conquérir Mossoul avec 500 mecs, même pas. Bon, ils avaient des complicités à l'intérieur de la ville et certains habitants ont considéré que c'était presque une libération, eu égard au gouvernement chiite de Nouri al-Maliki à l'époque qui faisait vraiment une discrimination contre les sunnites. Mais si vous voulez, je crois qu'il y a dans chaque cause voilà, quelque chose d'intéressant à analyser de cette mentalité du guerrier, cette mentalité des causes aussi désespérées parfois, des gens qui ont un certain panache. Moi, ça m'intéresse. Après, dans les guerres, je vais vous dire, le seul intérêt, le seul point positif d'une guerre, c'est que ça vous met face à vous-même. Si vous êtes courageux, ça va se voir. Si vous ne l'êtes pas, ça va se voir instantanément. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu vous êtes transparent dans une guerre. Enfin, vous êtes comme vous êtes. C'est pour ça que quand vous discutez avec quelqu'un qui va vous raconter sa vie pendant un conflit, en général, vous êtes le réceptacle par hasard qui se trouve devant cette personne. Et cette personne va vous raconter qui elle est intégralement. Elle n'a rien à vendre. Alors parfois, elle va utiliser des stratégies de survie, sachant que si vous accompagnez les soldats de l'ISAF, par exemple, les forces spéciales de l'armée irakienne, comme j'ai pu le faire pendant la bataille de Mossoul, que en étant en première ligne, on arrive juste après les combats, on ouvre les portes, on tombe sur les gens où les gens nous accueillent. On sait que ces gens s'imaginent qu'on va les tuer parce qu'ils pensent qu'ils sont Daesh. D'où ils fument, par exemple, pour nous dire non, on ne fait pas partie de Daesh. Regardez, on n'a pas fumé une clope, mais comme Daesh interdit les cigarettes, nous, on fume parce qu'on ne fait pas partie de Daesh. Il y a tout un tas de stratégies de survie qui font que l'humain démuni dans des situations comme ça vont utiliser, comme pour la libération de Paris, les libérations des villes. C'est compliqué d'ailleurs pour un journaliste, parce qu'en fait, ce que disent les populations n'a pas forcément de valeur et peut être utilisé. Bien sûr, et puis après, vous ne savez pas, mais peut-être dans le tas se cachent justement des combattants de Daesh aussi. Mais on est arrivé dans des villes, dans des maisons, je me souviens, où il y avait quasiment le repas des combattants de Daesh qui fumaient encore, qui étaient là. Les mecs s'étaient barrés dans des espèces de tunnels qu'ils avaient creusés entre les maisons. C'était assez... c'était rudement efficace, mais on était très très près, on les sentait vraiment
On les sentait presque vivre, voilà. Et dans ces moments-là, oui, comme un peu tout le temps, c'est vrai que ces situations exceptionnelles, ces situations, en fait, je dis, moi, ce qui m'a intéressé dans ce métier, ce qui m'intéresse toujours, c'est l'idée d'accompagner l'histoire, de voir l'histoire sortir de terre devant soi, d'être au moment charnière. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre, tout simplement parce que je me suis retrouvé, vous soulignez ce documentaire sur les talibans, je me suis retrouvé à Kaboul à un moment charnière. Et en revenant de chez les talibans à l'époque, il n'y avait plus de doute chez nous. On était 3, en fait. Il y avait Paul Comiti, Véronique de Vigry et moi-même. Et je me souviens de nos discussions. On se disait, mais il faut qu'on reste tout l'été parce que ça va tomber là, ça y est. On avait vu les stocks d'armes des talibans. On venait de passer 2 jours avec eux. Très serein sur les checkpoints. Et puis surtout très nous disant, oui, mais alors pourquoi vous n'attaquez pas les villes? Nos chefs ne nous ont pas encore donné l'ordre. Mais quand cet ordre viendra, ça ira très rapidement. Kaboul tombera. Et en effet, Kaboul est tombé sans combattre. On est allé à Jalalabad, je me souviens aussi, c'est pareil. On discutait avec le chef de la police qui nous dit, il n'y a pas de talibans ici. Alors qu'en fait, rétrospectivement, on sait qu'ils étaient déjà en train de négocier la reddition de la ville avec les talibans et qu'il n'y a pas eu un seul coup de feu. Donc, c'est pour ça que votre documentaire était vraiment... Moi, j'invite ceux qui nous regardent à le visionner. C'est sur MyCanal aujourd'hui encore. Je me souviens, il avait vraiment intéressé beaucoup de public. Oui. Ça avait fait beaucoup de bruit, ce documentaire. Et justement, j'ai une question qui est liée avec ce dont on parlait avant. Est-ce que ce qu'on peut reprocher, c'est le fait d'humaniser l'ennemi? C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans ce documentaire, moi, j'ai adoré, j'ai revisionné hier pour préparer cet entretien pour une deuxième fois, c'est que c'est passionnant parce qu'en fait, vous montrez une image d'eux qu'on ne voit pas ailleurs. Du coup, on voit leur sérénité, on voit leur calme, on voit leur confiance. Mais du coup, ils ont l'air sympas. Et c'est tout le problème, c'est tout le problème de l'humain qui n'est jamais intégralement mauvais et ni jamais intégralement bon. Après, il faut savoir où situer le curseur, savoir qu'en face, on a des gens quand même qui n'ont jamais rompu leur lien avec Al-Qaïda, qui probablement, pour le moment, ils n'en sont pas dans cette phase, mais l'État islamique qui est présent en Afghanistan leur fait la guerre pour des histoires de rivalité plus féodales qu'autre chose. Donc ils ont des groupes terroristes contre eux, mais ils pourraient très bien accueillir un nouveau groupe djihadiste à visée mondialiste, à visée mondiale, si vous voulez. Voilà, ça ne les dérangerait pas. Leur idéologie, c'est la même. On le sent très bien, on discute avec eux, on comprend qu'on est dans un pauvre hôpital qu'ils ont reconstruit, qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'oxygène, alors qu'il y a des cas de Covid en plus, de plus en plus, il y a des blessures de guerre, il y a la route Kandahar-Kaboul qui est juste à côté, donc il y a tout le temps des accidents, des gamins éborgnés, des gamins estropiés, etc., qui viennent. Donc on voit que l'hôpital sature de patients, et en même temps, il n'a pas d'antibiotiques, il n'y a pas le minimum vital. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des moyens, ils réquisitionnent une entreprise de travaux publics pour faire un mur dans la salle d'attente pour séparer les hommes et les femmes, ce qui n'existait pas avant que les talibans arrivent. De même, ils ont fait deux postes, deux blocs opératoires, un pour les hommes, alors où il y a le matériel, puis ils disent de l'autre côté, c'est pour les femmes. Puis on regarde pour les femmes, en fait, rien n'est installé, donc en fait, les femmes ne sont pas opérées. Donc tout ça, pour vous dire que l'idéologie, elle est là. Quand vous avez la scène dans le film avec le tribunal de la charia, avec le bourreau à côté, avec son visage prêt à exécuter la sentence. Alors le juge nous dit que lui ne ordonne pas des pendaisons, ne ordonne pas des lapidations, mais qu'il y a un tribunal pour ça. Donc il dit, en gros, ça n'a pas changé, quoi. C'est les talibans de 1996, c'est la même chose. Et alors, il faut pénétrer dans l'intime pour pouvoir comprendre pourquoi ce mode de vie, pourquoi cette idéologie correspond assez bien au mode de vie afghan et surtout au mode de vie des campagnes. Rétrospectivement, on pouvait vous dire, par contre, la ville, elle a marché pendant 20 ans à l'unisson de l'Occident, avec la présence américaine. Donc la difficulté, ça va être le clash entre ces talibans qui émanent des campagnes afghanes, qui viennent vers la ville pour essayer d'administrer un pays qui a connu les lumières, entre guillemets, de l'Occident, ou en tout cas qui a connu la connexion.
Donc voilà, il y a tous ces problèmes auxquels... et je ne crois pas qu'il s'agisse d'une fascination propre pour montrer le mal. Je crois que c'est plutôt une idée d'analyser, d'abord d'expliquer une culture. Quand les talibans vous parlent de leur... très intéressant d'ailleurs, quand les talibans ne parlent pas de leur religion, ils parlent de leur culture. Ouais. Pour eux, culture et religion sont complètement ces deux notions totalement identiques. Et quand on leur dit « mais pourquoi vous faites ce mur dans la salle d'attente ?»« Ah, parce qu'avant, les hommes et les femmes étaient mélangés et ce n'est pas bien. Voilà, ce n'est pas bien parce que notre culture dit qu'il faut que les hommes et les femmes soient séparés. » Voilà, une espèce de vision très primitive. Mais, donc ils vont dépenser de l'argent à construire un mur plutôt que d'acheter des médicaments. C'est quand même, voilà, la logique est assez... Et je pense que nous, en tant que journalistes, notre but, c'est pas de condamner ou d'approuver ce truc, mais c'est de le montrer au public, de montrer comment ce documentaire qui a été réalisé très peu de temps avant la chute de Kaboul et le retour des talibans au pouvoir est peut-être un documentaire qui explique fondamentalement ce qui s'est passé en Afghanistan dans ce moment charnière. Et pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est aussi un peu à cause de ce documentaire. Comme je vous disais, nous revenions de chez les talibans, je regardais Kaboul, le matin je me levais... C'était dangereux aussi, c'était une expérience... extrêmement dangereux. C'était peut-être l'une des périodes, aujourd'hui c'est moins dangereux l'Afghanistan puisqu'ils contrôlent tout. Il peut toujours y avoir une explosion, un attentat, etc. Mais là-bas, il y avait encore, le gouvernement tenait des zones, les talibans grignotaient, ils étaient à l'offensive, donc il y avait des offensives partout. Donc c'était extrêmement dangereux et donc d'ailleurs on a subi une embuscade à quelques kilomètres de Kaboul qui nous disait que si les talibans sont capables d'attaquer dans ce coin-là, ça veut dire que ils poussent un peu, en un quart d'heure, ils sont dans le centre-ville de Kaboul, et c'est fini. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ça venait du Wardak, d'ailleurs, exactement la province dans laquelle on était, dans laquelle nous avions fait ce documentaire. Mais, donc, globalement, en fait, c'est de dire, voilà, quand j'ai fait ce livre, moi, à cause de... Pendant un moment, j'étais à Kaboul. Le matin, je me levais très tôt à cause du décalage horaire. J'avais gardé cette habitude et je revenais de cette expérience chez les talibans. Et je me dis, je suis vraiment au bord du gouffre. Je suis vraiment à un moment... j'ai appelé ça l'heure des tourterelles. Pourquoi l'heure des tourterelles? Parce que le matin... les tourterelles roucoulent, il n'y a aucun autre bruit, il n'y a que ces oiseaux qui sont là. Ensuite, il y a d'autres oiseaux qui viennent, le brouhaha de la ville, et on n'entend plus les tourterelles. Mais cette espèce de moment de grâce entre 5h et 6h du matin, où j'arrivais, à chaque fois, je prenais un mauvais café dans un truc de l'hôtel pourri aussi, où il n'y avait plus que des contracteurs et nous. Les 3/4 des chambres étaient vides et il y avait ce mauvais Nescafé qu'on prenait le matin. J'en prenais 3 ou 4. J'appelais mes enfants aux États-Unis en WhatsApp, ça passait merveilleusement. Et en même temps, je me disais, je me suis dit, mais j'ai commencé à Paris Match avec le bouclage du 11 septembre, en fait. C'est le 11 septembre qui a fait... je suis né le 11 septembre. Avant, j'avais fait quelques trucs, qui a fait que vous avez pu l'ordre du partir, temps solaire et autres. Mais c'est le 11 septembre qui a fait mon départ, qui a provoqué mon départ, qui a provoqué ce clash avec les États-Unis. J'étais marié avec une Américaine, je connaissais un peu le pays, mais d'arriver dans un pays en guerre, où l'Irak sature médiatiquement l'ensemble des médias, c'est ça qui va et je me suis dit, il faut que je raconte ces 20 ans bornés par cette chute des tours, en conséquence l'invasion américaine de l'Afghanistan, la fin d'Al-Qaïda, en tout cas du sanctuaire d'Al-Qaïda, surtout la fin du régime des talibans, et puis 20 ans plus tard, on redonne aux mêmes les clés, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces 20 ans? C'est ça que j'ai voulu raconter dans ce livre, qui est pas expressément une biographie, même s'il y a j'y mets beaucoup de moi, parce que j'ai voulu raconter en fait ces 20 ans au plus proche du terrain. Au travers d'un militaire aussi. Oui, voilà, le militaire Black Miller est un vétéran de Fallujah qui incarne pour moi tous les militaires américains qui, quelque part, il coche toutes les cases. Le photographe aussi, parce que c'est un monde... Spencer Platt, je prends Spencer,
que je félicite au passage, qui cette année a obtenu le prix Pulitzer pour sa couverture des événements du 6 janvier au Congrès, au Capitole, pour Getty Images. Et donc Spencer, qui lui a fait cette photo incroyable de la boule de feu du deuxième avion sur les tours du World Trade Center. Spencer, il est là pour raconter notre histoire à nous et raconter comment déjà le digital, on arrive dans une époque où on est propulsé dans le digital, dans la communication planétaire, et ensuite après, ben voilà. On est tous marqués par ces images. Ouais. Exactement, mais donc j'ai voulu en fait raconter au ras du terrain sur comment on a vécu ça et comment on a vécu ces événements plutôt que de les raconter théoriquement, la Nouvelle-Orléans, la bataille de Mossoul, la guerre en Syrie. Je parle aussi de l'incendie de Notre-Dame qui m'a aussi beaucoup marqué pour d'autres raisons. Et je raconte un petit peu comment mon instabilité maladive, ma phobie de l'immobilisme m'a propulsé à chaque fois à couvrir ces événements et à raconter cette époque. Oui, c'est très perso, c'est vivant. Justement, moi, j'ai une phrase que je voulais un peu sortir. C'est en page 13. Vous dites « À force de bouger partout, on s'habitue à vivre dans une forme de solitude qui vous maintient dans des ailleurs difficiles à pénétrer. » Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est tout le problème du balancier, en fait. C'est-à-dire d'aller quelque part et de revenir. Au départ, le plus difficile, c'est d'aller. Quand vous êtes jeune, reporter... Mais sur l'Irak, vous aviez peur à un moment donné. Vous êtes allé en Ukraine, c'était pas votre premier reportage, mais enfin, c'était la première fois là-bas. Au début, vous devez appréhender, vous savez pas, c'est l'inconnu, etc. Là où ça devient compliqué psychologiquement, c'est quand cet inconnu devient votre norme, et quand cet inconnu, vous avez besoin d'y aller, et quand vous êtes à l'aise en vous jetant dans le vide, en fait. Je sais pas comment dire, mais vous n'avez pas d'insomnie quand vous êtes là-bas. Non. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai pas peur. Hein, ça veut pas dire que je pense que si on en arrive à plus avoir peur, faut arrêter ce métier parce que c'est là où ça devient vraiment dangereux. Mais vous n'avez pas peur de la peur. J'ai pas peur de la peur. Voilà. Et au contraire, je réclame ce sentiment. Et en revanche, la période qui au début, quand j'étais jeune reporter, était facile, c'est-à-dire de revenir en disant ouf, putain, je suis super content, j'ai fait un super reportage, je suis content, ma maman m'appelle, j'ai découpé ton reportage, etc. On a la famille qui vous félicite, parfois un petit passage à la télé parce qu'on a fait un truc un peu qui sort de l'ordinaire. Et puis on est bien, on revient chez soi. On revient chez soi. Immédiatement, on est saisi parce que plus personne comprend vraiment ce qu'il y a dans notre tête. C'est difficile de l'expliquer, j'imagine. C'était l'objectif du livre, peut-être. Impossible. Moi, je raconte l'histoire de ma fille après l'attentat de Bali, où je dis à ma femme, j'ai passé 3 semaines en Indonésie, à parler avec des morts, des blessés horribles à l'hôpital de Denpasar, des blessés de l'attentat. Donc, j'ai passé beaucoup de temps, c'était extrêmement choquant, et je reviens, je dis, j'arrive à 6h du matin, je vais à tout prix accompagner comme Tristan et Madeleine, donc mon fils et ma fille à l'école, puis je me retrouve en complète décalage horaire, dans la petite classe, avec les tons pastels, les parents, la maîtresse qui vient me parler, et à un moment, j'ai une sorte de sensation de vertige, je m'assieds. Je me dis, c'est pas bien du tout de faire ça, en fait. T'as pas de sas de décompression. Ton esprit est encore là-bas. Avec la bataille de Mossoul, pareil. J'essaye de prendre le bus, je laisse passer 3 bus, je les vois même pas. Au bout d'un moment, je me dis, mais le 175, il passe là. Ah oui, monsieur, il vient de passer là, vous l'avez pas vu? Non, j'ai pas vu le bus. Je suis encore complètement là-bas, et parce que je me force à me rattacher à la vie normale, à essayer de refaire des trucs normaux. Et ces moments-là, aujourd'hui, sont les plus compliqués. Est-ce que l'avenir vous fait peur? Vous n'êtes pas non plus âgé, mais... 53 ans. Est-ce que vous vous dites, je m'arrêterai jamais? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un grand point d'interrogation. C'est comme une drogue, d'une certaine façon. Oui, c'est une drogue. Alors après, comme tous les drogués, on arrive à contourner, à se sevrer périodiquement et à être capable de... depuis mon passage en Ukraine, je suis pas reparti en reportage depuis le mois d'avril. Bon, ça va, je sais que je serais mieux si je repartais en reportage, mais je ne débloque pas non plus. Je suis aussi capable peut-être d'envisager autre chose. J'en sais rien. Pour le moment, je suis
on verra bien ce que me réservera l'avenir et on verra bien où j'irai. En tout cas, c'est sûr que j'aime beaucoup aussi m'intéresser à la France aussi maintenant. Je m'aperçois que d'aller en province, je goûte plus aujourd'hui de mon pays qu'à une certaine époque. Alors qu'à une époque, il me fallait de l'exotisme, il me fallait tout de suite des choses... parce que quand on va dans ces coins-là, la vraie, et vous vous êtes sans doute rendu compte en Ukraine, que vous êtes sur une autre planète, quoi. Et les gens ne peuvent pas comprendre ce que vous vivez, en fait, fondamentalement. C'est vrai. D'ailleurs, vous parlez bien de d'un de vos patrons de Paris Match qui vous a suivi tout le long. Oui. Et dans le fond, on a une personne qui peut comprendre et qui est le lien souvent... Ou une personne qui vous laisse faire. Je dis plus de ça, c'est plus que comprendre ce qu'on vit. C'est accepter, la complication du terrain. C'est ça. Et accepter que vous ramenez des reportages qui sont pas inintéressants pour le journal. Tout est respecté et vous développez une forme de professionnalisme qui fait qu'on vous continue à vous faire confiance et à vous envoyer. Et donc, la façon dont ça se fait, après, c'est à vous de gérer, quoi. Et quelque chose que j'ai vraiment adoré dans votre livre, qui m'a fait dire que j'avais l'impression que vous l'écriviez pour vos enfants. Moi, c'est vraiment ce qui m'est revenu, c'est-à-dire que vous abordez de façon très simple et très naturelle les complications sur votre vie amoureuse, votre vie familiale, etc., l'impact que ça a eu. Et souvent, d'ailleurs, vous commencez certains paragraphes par ça, et comme si vous essayez de comprendre qu'en fait, c'est le métier, vous essayez de leur montrer ce que vous avez fait. Ouais. Et qu'en fait, ça valait quand même la peine de ce côté-là. Ce que je dis, c'est que peut-être que je leur rouvrirai les yeux au monde, en fait, grâce à ce que je fais. Je ne sais pas si j'y suis parvenu. Même mon petit dernier, parfois quand je pars, quand je repartais en Syrie, c'est qu'il avait vu quelque part, il a 10 ans actuellement, mais quand il avait 7-8 ans, il était tout à fait capable de comprendre. Et il ne me regardait pas d'un air... Quand je partais, j'étais plutôt angoissé parce qu'il m'avait fait une remarque comme quoi tu pars pas en Syrie, papa, enfin des choses comme ça. Parce qu'évidemment, ces noms-là sont devenus synonymes d'enfer absolu. Que vos conjoints ou vos enfants, quand ils savent que vous êtes là-bas, s'imaginent que ça se passe mal tout le temps. Ils ne s'imaginent pas qu'il y a parfois des moments où on s'emmerde royalement, où il ne se passe rien et que... L'attente fait partie intégrante du métier. Et 10 minutes plus tard, c'est le chaos, quoi. Voilà, c'est ça le contraste de ces... je me souviens d'un exemple où on était en Irak et on avait passé 2-3 jours, je me souviens, à rien faire sur une base. Les types lavaient leurs camions, ils faisaient du sport. Nous, on allait à la cafette tous les jours. Là, ça, c'est le problème de l'embedment. J'en ai fait un certain nombre. Je n'ai pas fait que ça, mais... d'être avec une armée. D'être avec l'armée américaine, où, en fait, la vie est rythmée par la bouffe. On se lève le matin, on va bouffer, on attend à 11h30, la cafette ouvre, on fait la queue avec tout le monde. À Gao, c'est exactement la même chose avec les Français. Toujours cette espèce de rythme. Après, on va faire du sport, après, on essaie de tuer le temps, en fait. Et puis, ce jour-là, c'était dans un endroit qui s'appelait Ghazalia. C'était à l'ouest de Bagdad, au nord-ouest de Bagdad, un quartier sunnite qui était progressivement grignoté par les chiites. Donc il y avait une sorte d'épuration ethnique qui était en cours, auquel les Américains, qui ne comprenaient pas grand-chose à ce qui se passait en fait entre ces deux sectes de l'islam, essayaient d'intervenir en gros pour protéger les sunnites qui se faisaient littéralement virer du quartier. Et donc tous les jours, on allait protéger la mosquée, donc on faisait des espèces de patrouilles, on se mettait autour de la mosquée avec les soldats américains pour protéger le temps de la prière, et ensuite... on arrivait, il y avait une autre mosquée qui avait été fermée, je me souviens, il y avait devant une voiture avec des corps calcinés à l'intérieur, sous-entendu, si vous utilisez la mosquée, vous voyez ce qui va vous arriver. Enfin, voilà, ça c'était ce qu'on appelait les escadrons de la mort chiite, l'armée du Mahdi, des éléments extrémistes qui pénétraient dans ce quartier-là pour complètement essayer de chasser les sunnites. Et donc, il ne se passait rien ce jour-là. Et à un moment, le commandant de
le capitaine qui dirigeait l'unité avec laquelle on était, nous dit là, on va aller. Je voyais qu'il y avait un peu de mouvement. Qu'est-ce qui se passe? On était là, bon, on peut venir avec vous. Ça n'a aucun intérêt. Il y a une ligne électrique qui a été coupée. Là, il y a 1 kilomètre. On va y aller. Si on peut venir avec vous quand même. Ouais, si vous voulez, mais vous allez vraiment. Et puis là, on est tombé dans j'ai pas d'image de ça. Enfin, j'avais pas de caméra à l'époque. On est tombé dans un échange de feu, mais un truc ça a duré 1 heure. 1 heure, on se faisait canarder dessus pour une ligne électrique. Ensuite, au bout d'1 heure, les mecs ont décroché et il n'y avait plus rien, quoi. Mais une embuscade, véritablement. Et donc, voilà. Donc, comme quoi, à n'importe quel moment dans ce type de conflit, il peut se passer quelque chose. Il n'y a pas un seul endroit où vous êtes à l'abri. Je précise aussi que là, c'était un truc où il y avait les toilettes, qu'il fallait traverser la rue pour aller aux toilettes. On nous conseillait de courir pour aller aux toilettes parce qu'il y avait quand même des zones, voilà. Mais bon, là, le fait est que pendant 3 jours, il se passe rien. Et puis au bout d'un moment, paf, c'est le feu d'artifice, quoi. Vous avez perdu quelqu'un, des fixeurs ou des... Ouais, j'en ai perdu. Il y en avait un en Irak qui a été, je me souviens, il s'appelait Jimmy, parce qu'il leur donnait des noms américains. Et Jimmy, il y avait Ali Baba, Ali, qui se surnommait Ali Baba, et lui il disait, c'était fixeur irakien, c'était un peu le Joe qui disait the Texas guy, mais en fait il disait taxis parce que lui, je sais pas, il faisait du trafic, donc c'était l'argent. Texas guy, en fait, il disait. Et ça, c'était Ali Baba, et Jimmy, donc ça nous servait de traducteur, très sympathique. Et Jimmy, je me souviens, on est parti, il devait aller à un mariage de son cousin ou je sais pas quoi, et quand on est revenu la fois d'après, il avait été égorgé parce que voilà, il est allé à ce mariage et des insurgés ont appris qu'il travaille pour les Américains, et voilà, quoi. Donc ça fait partie des fixeurs, malheureusement, qui prennent des risques absolument fous. Je me souviens aussi de fixeurs de l'agence Getty. On était dans un hôtel, quand on n'était pas avec les troupes américaines, on était dans un hôtel, une sorte de mine. Fixeur, pour préciser à ceux qui ne connaissent pas, c'est une personne sur laquelle parfois vous mettez votre vie entre ses mains et qui va vous faciliter, un local, vous servir de traducteur, vous amener dans des endroits, éventuellement vous dire tiens, il y a ça qui se passe, ça peut être intéressant. Avec qui vous avez l'habitude de travailler, un accompagnateur, un guide accompagnateur, on dira. Voilà. Et je me souviens d'un sunnite. Alors, à mesure que la guerre d'Irak avançait, il y avait de plus en plus de phénomènes d'exclusion sectaire. Au départ, il y avait des sunnites, des chiites parmi les fixeurs de l'agence Getty. À la fin, il n'y avait plus qu'un seul sunnite. Tous les autres avaient disparu. Et il nous expliquait que quand il retournait chez lui, c'était un quartier qui s'appelait Dora. C'était des fermes au sud-ouest de Bagdad, quartier conquis par Al-Qaïda en partie. Et donc, quand il retournait chez lui, il était menacé par Al-Qaïda parce que il travaillait pour des Occidentaux. Et le fait de passer pour aller jusqu'à Karada, qui était notre quartier, eh bien, lui, ce quartier-là était tenu par les chiites. Et donc, il était obligé de passer des checkpoints chiites. Et donc là, par contre, c'était parce qu'il était sunnite qu'il risquait de se faire buter. Ouais. Donc en fait, voilà, il nous racontait son enfer de vie où la nuit, il pouvait se faire buter par une catégorie et la journée par une autre. Voilà, ça fait partie de toute la problématique en ce moment aussi des traducteurs afghans. Ouais. Qui se retrouvent dans des situations... Totalement. Alors moi, j'essaye d'en aider certains, d'appuyer leur dossier auprès des autorités françaises, puisque notamment un certain nombre de personnes ayant participé et ayant été à l'écran dans notre documentaire, non pas à cause du documentaire, mais parce que c'est des personnes quand même connues en Afghanistan, sont à risque aujourd'hui, oui, particulièrement dans les dernières semaines à cause du durcissement du régime des talibans et des exigences des talibans vis-à-vis de la population. Ces personnes-là se retrouvent à risque et donc on tente, et plusieurs, à essayer de les aider, de leur revenir en aide et de faire en sorte qu'ils puissent quitter le pays parce que là, la situation est très critique. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Régis Le Sommier. En tout cas, j'invite tous ceux qui nous ont regardés à vraiment lire votre ouvrage parce que c'est... Effectivement, vous disiez que ce n'est pas une biographie, c'est-à-dire que parfois il y a des livres, simplement on refait l'histoire sur 20 ans, c'est ennuyeux, et vous c'est passionnant, et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a beaucoup de détails
où en fait, quelqu'un qui n'y est pas allé comme reporter de guerre ne pourrait pas les donner. Donc c'est ça qui est intéressant, il y a un vrai vécu. Et je trouve que aussi pour ceux qui veulent, qui veulent ou qui sont journalistes, c'est intéressant parce que ça permet d'aborder aussi la complication d'un métier où c'est compliqué, vie personnelle, vie professionnelle, d'avoir un équilibre. Donc vraiment passionnant. Donc je vous remercie beaucoup de cet échange. Et n'hésitez pas, ceux qui nous regardent, à commenter, à donner votre avis, à partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.